Bonjour, je suis Alexandre Bustillo et bienvenue sur Bristol TV. Bonjour, je suis Julien Maury. On est ravis d'être sur Bristol TV aujourd'hui pour vous présenter, pour nous on le connaît, mais pour vous présenter The Deep House, notre nouveau film. En salle le 30 juin. Si on veut vraiment le pitcher en deux mots, très simplement, c'est un film de maison hantée sous l'eau. Et si on veut rentrer un peu plus dans le détail, c'est l'histoire d'un jeune couple passionné d'urbex, donc d'exploration urbaine, qui décide d'explorer une maison parfaitement intacte au fin fond d'un lac reculé. Et évidemment, c'est un film d'horreur, donc cette maison va s'avérer être un piège mortel pour eux. En fait, les influences, c'est déjà des morceaux de films, parce que des films qui se passent quasiment intégralement sous l'eau, il y en a très très peu. Donc nous, c'était une envie déjà d'être dans cet élément aquatique qui nous plaît, qui nous fascine depuis toujours, et donc enfin, pour nous, apporte vraiment un côté hyper euh, poétique, un côté hors du temps qui est assez fascinant. Et donc tous les films avec des scènes sous-marines ont un aspect hypnotique, enfin en tout cas sur nous, qui ont cet effet-là, quoi. Donc nous, on avait évidemment en référence dans le genre, on avait la scène de début de Inferno de Dario Argento, où on retrouve enfin, tout ce qui est un petit peu dans The Deep House, c'est-à-dire avec des objets en suspension, comme ça, avec une eau, avec des particules, et en même temps un côté très graphique, très poétique des tissus qui flottent et tout. Donc ça, c'était une de nos influences. Et une autre, c'est le film Prémonition de Neil Jordan, qui a une longue scène sous-marine dans pour le coup, un vrai village englouti. Et où on voit donc deux plongeurs qui rentrent dans des bâtiments. Il y a une église, ils rentrent dans un bar et tout. Et donc pareil, on retrouve nous ce qu'on a voulu avoir comme émotion, en fait, ce qu'on avait ressenti en voyant ce film, c'est-à-dire retrouver un décorum auquel on est totalement habitué au sec, quoi. Donc l'intérieur d'une maison, des chaises, des tables, quelque chose de très banal, mais plongé sous l'eau. Donc d'un coup, ça prend une dimension extrêmement fantomatique, extrêmement étrange. L'histoire, en fait, est assez simple, c'est-à-dire qu'on est sur justement des codes de maisons hantées, de films de maisons hantées, pardon. Mais là où on se démarque, c'est tout simplement le fait que ce soit sous l'eau. C'est-à-dire que le moindre élément qu'on a vu 100 000 fois sous l'eau devient nouveau. C'est-à-dire une porte qui grince, un piano qui joue tout seul, que sais-je, une ombre qui passe. Ça devient encore plus hypnotisant. Et donc nous, on a joué surtout avec ça, avec l'attente du spectateur, ce qu'on peut s'attendre à avoir dans une maison hantée, et avec cet élément qui est à la fois qui magnifie les images, et à la fois qui est extrêmement anxiogène. Donc anxiogène pour nos personnages, et donc par ricochet extrêmement anxiogène pour le spectateur, quoi. Dario Argento, déjà en général, c'est un de nos réalisateurs vraiment préférés, un de nos réalisateurs fétiches, au même titre que John Carpenter par exemple. Et Inferno, ça fait partie de ses 5 meilleurs films. Et c'était une vraie référence parce que justement, on avait ce côté à la fois totalement poétique et totalement anxiogène. C'est-à-dire vraiment les deux sensations antinomiques presque, et qui se rejoignent dans une sorte de croisement un peu malsain qui fait que cette scène
tout le monde s'en souvient dans Inferno, c'est la scène du film presque. Donc c'était vraiment l'idée, c'était de retrouver un peu cette sensation vraiment de deux sentiments contradictoires qui se rencontrent pour créer quelque chose vraiment d'unique. Après, mine de rien, il n'y a rien eu sous l'eau finalement, intégralement sous l'eau, filmé comme ça, tu vois, parce que tu disais, Juju, je crois qu'on est un des rares films filmés sous l'eau intégralement, mais je crois qu'on est peut-être, évidemment, hors documentaire. Hein. Le premier film de fiction, à mon avis, qui se passe autant de temps sous l'eau, même s'il y a évidemment plein d'autres séquences sous-marines dans plein de films. Hein. Mais de cette façon-là, non, je crois pas. Vraiment, je me trompe peut-être, mais j'ai pas la rêve si jamais. Ah ouais. Non. Ouais, bien sûr. Bah, c'était déjà un challenge en fait dès le départ, c'est-à-dire qu'on a eu la chance de trouver un producteur sur la seule force du concept, sans scénario. C'est-à-dire qu'avec Julien, en fait, on se promenait un jour dans Paris et on se pitchait des idées improbables et on se quitte à une bouche de métro et on se dit on adore les maisons hantées, on adore donc les séquences sous-marines dans les films. Et si on faisait un film de maison hantée sous l'eau, il fait mortel. On trouve tout de suite le titre, pardon. Ouais, on appelle ça la maison profonde, tu vois, donc The Deep House. Et dès le soir, on a écrit un petit pitch, mais de 3 lignes qui posait le concept, un peu comme je vous l'ai pitché tout à l'heure. On a pris dans une banque de données d'images une photo de plongeur lambda, qu'on a collé sur une autre photo prise dans une autre banque d'images d'urbex, tu vois, d'un décor urbex, donc délabré, un intérieur totalement délabré, abandonné. On a collé le plongeur dessus. On a mis par-dessus un petit filtre marin, mais dégueulasse, tu vois, Photoshop à l'arrache, mais fait en 5 minutes. Pour déjà juste avoir une sorte d'impact visuel en présentant ce sujet déjà avec ses sentiments décalés, mais aussi ses images décalées, de voir un homme en lévitation, enfin en combinaison de plongée dans un salon. Déjà rien que ça, tu fais waouh, l'image elle est assez inédite. Et avec cette simple page, parce que tout tenait sur une petite feuille, hein, une demi-page même. Clément Miséré, donc notre producteur, a accepté de produire le film. Tu vois, sans rien de plus. Et c'est inespéré, parce que généralement, tu vois, les producteurs demandent au moins à lire un scénario. Et lui, il a tout de suite flairé le côté totalement inédit du concept. Donc déjà, c'était déjà une grosse chose de faite. Maintenant, là venaient les difficultés à arriver à ce moment-là. C'est-à-dire, mais lui, le premier, nous disait, moi les gars, j'ai produit 20 films, je sais comment on fait des films, bah, vous aussi, vous en avez déjà tourné 5. Mais là, on était tous d'accord pour dire, mais celui-là, on ne sait pas comment on va le faire en fait. On a l'idée, le concept, mais maintenant, il va falloir s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir mener cette expédition à bon port. Et donc, Julien et moi, évidemment, on fait avant tout... c'est avant tout un travail d'équipe, le cinéma, c'est-à-dire que on est juste les chefs d'orchestre et on agglomère les talents, quoi. Donc c'était essentiel et vital de trouver les bonnes personnes au poste clé qui allaient nous aider à construire ce film. Et c'était donc 2 postes vitaux qui étaient donc celui du chef décorateur, évidemment, car nous on voulait faire le film en dur et sous l'eau vraiment, sans avoir recours aux effets numériques. Et le chef opérateur, donc celui qui s'occupe de la lumière et de la gestion de tout ce qui est caméra. Pour ceux qui ignorent ce que c'est que le chef opérateur, mais c'est un rôle absolument clé sur un film. Et donc on a renouvelé intégralement nos équipes, parce que généralement avec Julien on est plutôt fidèle à nos collaborateurs, même si on aime bien aussi changer de temps en temps, on n'est pas non plus en autarcie totale, mais là il fallait vraiment trouver des gens compétents dans ce domaine, qui avaient déjà une expérience sous l'eau. Alors c'était pas le cas du chef d'éco, mais alors que c'est un chef d'éco qui a une carrière longue comme le bras, qui s'appelle Hubert Pouille, mais qui avait jamais fait de film comme ça, et donc qui a relevé le défi parce que ça l'excitait justement de sortir un peu des sentiers battus de ce qu'il faisait d'habitude. Et notre chef opérateur, lui aussi, c'était un choix crucial à faire, et on a fait le bon choix, je pense, enfin c'est même sûr, en prenant Jacques Ballard, qui est un chef opérateur classique, hein, qui fait du terrestre, mais qui est aussi très connu dans le milieu pour ses prises de vue sous-marines. Donc c'est un plongeur avant tout, et donc il s'est aussi spécialisé dans les prises de vue sous-marines. Il fait énormément de pubs, énormément de clips. Il est surtout connu pour avoir fait le clip Running de Beyoncé, où on voit, c'est Guillaume Néry, c'est ça, le champion d'apnée courir réellement sous l'eau, mais c'est sans trucage le clip de Running. Donc on était totalement
halluciné de voir ce qui était possible de faire. C'est fait en pleine mer en plus, même pas en piscine, hein. Donc les mecs se sont vraiment fait chier à aller chercher les courants qui permettaient d'avoir les mouvements. Enfin bref, donc c'était un vrai casse-tête. Et Jacques Ballard, lui, a été la pièce maîtresse de la construction du film. Ce qui nous a apporté son expertise, son talent, son ingéniosité, qui a fait qu'on a pu rentrer ce film dans les temps impartis et dans le budget imparti. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est un film qui a été tourné en à peine 40 jours, avec un budget inférieur à 5 millions d'euros. Ce qui est à peine le prix et le temps de tournage d'une comédie lambda française. Il faut savoir généralement une comédie française où finalement il ne se passe pas grand chose à l'écran, c'est plutôt simple à tourner dans l'absolu en termes de technique pure. Ça se tourne entre 40 et 45 jours. Nous, en moins de temps, on n'a fait que 33 jours sous l'eau, donc ce qui est très peu en fait dans l'absolu. Parce qu'évidemment sous l'eau tout est différent, la manière de tourner, etc. On va peut-être après plus approfondir le débat, sinon je vais parler pendant 1 heure là, mais donc voilà, c'était évidemment à chaque étape a été un défi technique sur ce film. Si. Si, bien sûr. Chaque gros problème majeur a été plus ou moins surmonté en rencontrant les bonnes personnes. Donc la chance qu'on a eue avec ce film, c'est que c'était totalement inédit et que du coup ça a suscité une envie, une passion de la part de tout le monde, de tous les chefs de poste et de toutes les équipes. Donc c'est-à-dire de n'avoir jamais fait un film comme ça, un tournage sous-marin dans un décor construit en dur. Bah, ça a créé une synergie de groupe, une espèce de galvanisation de tout le monde. Et donc tout le monde s'est donné à fond pour essayer de trouver justement ces solutions. Donc les équipes de décoration, par exemple, ont fait pendant des mois et des mois des tests en amont de peinture, de vernis, de colle, pour voir ce qu'on pouvait mettre sous l'eau, ce qui tenait pas, comment ça rendait sous l'eau, le rendu des couleurs, le rendu de la patine, etc. Et nous on a fait même un petit court-métrage du coup pour se mettre en condition, pour voir un peu ce que ça allait donner dans un décor éclairé avec des lampes torches, qu'est-ce qu'il fallait apporter comme lumière supplémentaire, etc. Et donc au départ c'était à chaque fois la même réponse, c'est-à-dire à chaque fois quand on arrivait avec le projet c'était ah non mais vous êtes fous et tout, on va jamais réussir, c'est impossible, ça n'a jamais été fait, enfin il n'y a pas de référent, donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc c'était à la fois ce côté de se dire waouh c'est impressionnant, mais en même temps ce qui a donné aussi la motivation nécessaire à le faire et à se dire mais c'est impossible, bah faisons-le, essayons quoi, et on va peut-être se planter mais on essaye, enfin tu vois c'est génial, qui l'a déjà fait, tu vois, et donc on rigolait parce que il y avait le seul tournage comparable juste dans les scènes sous-marines, c'est-à-dire que c'est Avatar 2 avec de James Cameron, et donc parce qu'en fait on rigolait parce qu'on se posait exactement les mêmes problèmes qu'eux quoi, et c'est-à-dire comment on va faire pour renvoyer les images de sous l'eau à la surface, comment on va faire donc pour éclairer et que ça, tu vois, et obtenir les effets qu'on veut avec la difficulté qu'a la lumière à pénétrer sous l'eau, etc. Bref, donc du coup, bah, nous on l'a fait en version franco-belge, et donc et oui, on a pour tout dire, on a commencé le tournage, il y avait des choses qu'on n'avait pas réglées encore. Donc voilà, notre chef opérateur nous disait mais ça je sais pas comment on va faire quoi. Mais bon, on peut commencer, donc commençons, on avance et on va réfléchir au fur et à mesure. Et donc on a eu de la chance d'avoir des ingénieurs avec nous qui ont mis au point des systèmes justement de renvoi de l'image par Wi-Fi sous-marin, des choses qui sont développées par l'armée, qui ne sont pas encore au point. Et donc nous, on a essayé de contourner comme on pouvait avec des systèmes d'antennes et tout ça. On a pareil, on a fait une projection sous l'eau, donc on a dû immerger un projecteur et faire une projection. Donc sans trop déflorer le film, mais il y a un moment avec effectivement une scène de projection sous-marine. Donc ça, on l'a fait en vrai. Voilà, donc ça typiquement, on avait des énormes problèmes techniques et ça ne fonctionnait pas jusqu'à 2 jours, même pas un jour avant le tournage quoi. Et donc on a eu à surmonter des trucs très très techniques, hein, mais donc il fallait refroidir le projecteur qui surchauffait dans son caisson sous l'eau, qu'il fallait, enfin moi c'était... Donc bref, toutes ces choses-là, même ramener de l'éclairage sous l'eau, c'est-à-dire des appliques qui s'allument, qui s'éteignent,
des lustres qui s'allument, qui s'éteignent. Donc en fait, nous, comme disait Alexandre, on a juste mis ensemble des sommes de talents, quoi. Et ils ont tous été liés par cette envie de dire, bah, on peut le faire en France, ce genre de film, quoi. Faisons-le, quoi. Putain, c'est pas l'apanage des grosses productions américaines. Essayons un grand film, un grand thriller d'aventure et fantastique en France, quoi. C'était des conseils très très précieux. On a la chance de connaître un petit peu Aja. Et donc évidemment, quand on s'est commencé à se demander comment justement on allait faire ce film et dans quel genre de bassin, on voulait vraiment avoir son avis parce qu'on savait que sur Crawl, il avait étudié toutes les façons possibles, inimaginables de construire cette maison en fait qu'il avait, qui pouvait noyer, immerger et ressortir de l'eau à loisir. Et donc Alex avait fait le tour de tous les bassins de cinéma de la planète. Il n'y en a pas tant que ça non plus, tu vois, mais il avait tout vu pour opter après pour une autre technique qui a été de construire en fait un bassin hors sol à partir de conteneurs tout simples, des conteneurs de, tu sais, de transport, là, les gros trucs qu'on voit sur les docks, là, bref, et d'en faire un bassin géant de conteneurs recouvert de bâches imperméables, mais gigantesque, à la taille d'un quartier en fait. Et ils ont reconstruit leur quartier où se passe l'action du film, qui pouvait inonder à loisir comme une piscine gigantesque avec des systèmes oui, c'est assez impressionnant les images du tournage de Crawl. Mais, mais nous c'était un peu différent parce que à l'inverse de Crawl, notre maison est intégralement sous l'eau. Alors que Crawl, t'es un peu entre deux eaux, t'as des scènes où t'as des scènes un peu sous-marines, puis t'as des scènes où vraiment on fait c'est que d'immerger, et après il y a des scènes véritablement sec. Donc c'était on savait en fait finalement un peu ce qu'il allait nous dire, Alex, à l'arrivée, c'est-à-dire qu'il nous a dit mais les gars, tournez, moi j'ai fait donc plusieurs films sous l'eau et sur l'eau, c'est-à-dire Piranha et Crawl, et c'est ce que j'ai fait le plus dur. C'est un cauchemar. Tous les réalisateurs qui tournent dans les milieux aquatiques le disent, hein, depuis Spielberg avec Les Dents de la Mer jusqu'à James Cameron sur Abyss, etc. Ou Waterworld par exemple, qui est peut-être le plus grand exemple de film fiasco, enfin tu vois, où les tournages partent en cacahuète à cause de l'élément. Et à l'arrivée, on était à la fois rassurés parce qu'il nous a donné plein de conseils, mais d'un autre côté, on avait un peu la trouille aussi parce que, in fine, sa conclusion, c'était les gars, vous avez, je pense, pas assez d'argent pour faire ce film. Et le temps, ça c'est pareil, le temps et l'argent au cinéma sont étroitement liés, donc évidemment, qui dit pas assez d'argent dit pas assez de temps. Parce qu'il nous disait, mais en 5 millions d'euros, ouais, c'est quand même pas grand chose pour ce genre de défi. Donc, donc on est d'autant plus fiers d'avoir réussi à le faire finalement, ce film, pour ce si petit budget. Et donc voilà, mais aller voir Aja, c'était vraiment c'était une première démarche. Je crois même qu'on n'avait pas encore de chef décorateur, tu vois. C'était vraiment juste après avoir signé. Lui, il était même pas encore en montage de Crawl. Lui, il sortait du tournage, je crois, hein. C'était vraiment tout frais, hein. C'était vraiment au tout début de l'aventure, ça. C'était vraiment pour se renseigner, surtout sur les techniques de bassin. On a tourné en Belgique, on a tourné près de Bruxelles, à Vilvoorde plus précisément. Et c'est un bassin de tournage de cinéma, donc dédié à ça, qui avait ouvert un an à peu près avant qu'on arrive. Et donc pour nous, c'était vraiment l'endroit idéal. Parce que déjà les infrastructures étaient toutes neuves, donc c'était assez pratique, assez génial pour ça. Mais surtout parce que il y avait à côté, il y avait des entrepôts dans lesquels on pouvait mettre les équipes de déco, donc pour fabriquer la maison. Et puisqu'on l'a fait quasiment étage par étage, niveau par niveau. Et donc ce bassin offrait surtout la possibilité, donc c'est un bassin qui faisait une vingtaine de mètres de large, mais qui faisait surtout 9 mètres de profondeur. Et donc avec un plancher une grille en fait, qui remontait jusqu'à fleur d'eau, et donc qui permettait, avec un système de grue, d'amener nos décors qui étaient construits dans les ateliers à côté, de les faire rentrer dans le bassin, de les amener sur la grille à fleur d'eau, de les reconstituer, de les reconstruire, et qui nous permettait donc de répéter
au sec avant, donc dans le décor, avant qu'ils partent sous l'eau, donc avec nos comédiens, avec tous les chefs de poste et tout ça, et donc la sécurité, avec évidemment où est-ce qu'on va mettre les plongeurs sécu, où est-ce qu'on peut cacher les bouteilles d'air sécu, parce qu'il y avait vraiment une grosse évidemment organisation à ce niveau-là d'encadrement. Et, et donc, une fois que le décor était en place, on faisait redescendre le plancher, donc la grille plancher, donc tout doucement, donc c'était à raison d'1 mètre par heure. Et évidemment, parce que sinon tout s'arrache, tout remonte, tout flotte, on a beau tout coller, tout bloquer. Et donc on descendait tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à la profondeur souhaitée, donc c'était aux alentours de 6 mètres. Et donc ça, pour nous, c'était vraiment l'idéal. C'est-à-dire que quand on a découvert l'existence de ce bassin, ça a en fait résolu énormément de problématiques qu'on avait, quoi. Et on s'est dit, putain, ça c'est génial, vraiment, c'est tout à fait ce qu'on cherche, quoi. Donc pour nous, c'était parfait. Ça s'appelle Litz. Pour nous, le décor a une part essentielle. En fait, c'est un personnage, comme tu dis, à part entière pour nous, complètement. Que ça soit à l'intérieur où on a fait un casting de dingue de maisons de banlieue, parce que tu sais, on avait écrit sur le scénario, c'est un Kaufmann Broad, ce qui est le pavillon lambda, tu sais. Et après, on a fait un casting de pavillons parce qu'on voulait que la maison raconte aussi quelque chose visuellement. Livide, évidemment, c'était pareil. Aux yeux des vivants aussi, même Leatherface, où on a reconstruit à l'échelle et au détail près la maison du film original de Toby Hooper. Ken Disha aussi, notre 5e film, les bâtiments ont une importance fondamentale aussi dedans, sans trop en dévoiler. Et évidemment, donc, dans The Deep House, où la maison, pour nous, est un véritable protagoniste. C'est même le méchant en chef qui possède cette famille de fantômes. Mais on pense, tu vois, c'est comme si le lieu maléfique était au-dessus d'eux. Et eux, ils sont juste les marionnettes de cette maison diabolique, de ce lieu hanté et maudit, tu vois, qui continue à émettre sa malfaisance, même sous l'eau. Donc, nous, on aime en tout cas les lieux qui vivent. Et ça, comme tu dis, c'est totalement hérité de Dario Argento, tu vois, comment il a filmé des bâtiments dans Ténèbres, enfin, tu vois, dans Suspiria, dans Profondo. Enfin, tu vois, tout est lié au décor. Tu vois, un tableau, voilà, c'est l'art du détail. Et évidemment qu'on est entre guillemets de cette école-là. Et ce qui est finalement pas forcément, tu vois, en France, on a un peu tendance à minimiser le rôle du chef opérateur et du chef déco souvent. Vraiment. C'est-à-dire que le chef opérateur, c'est souvent c'est juste un caméraman ou le mec qui met les projos et la déco. Tu sais, en France, le production design, comme on dit, c'est un poste qui n'existe pas, production designer sur un film en France, directeur artistique. En tout cas, officiellement, tu as très rarement des gens qui sont crédités à ce poste-là en France. Et par contre, nous, à ce niveau-là, on est plutôt de l'école américaine qui est de dire que le cinéma, c'est avant tout un art d'image, évidemment. Donc, c'est les deux postes clés, les deux postes forts. Et le décor donc découle de ça. Parce que le décor, c'est l'amalgame justement du travail du chef-op et du chef déco. Et nous, sur tous nos films, on met tout de suite, dès le début de la préparation de nos films, on met évidemment très vite en corrélation le chef opérateur et le chef décorateur qui travaillent tout de suite main dans la main pour que, que la lumière soit en osmose avec le décor et avec ce qu'on veut raconter. En fait, alors ça dépendait des jours de tournage. En gros, pour nous, ce qui a été assez déstabilisant au début, c'est que tout le monde était à l'eau et que nous, on était les deux seuls au sec devant nos écrans. Donc, ce qui était un petit peu étrange parce que d'habitude, on est sur un plateau, on est très actif. En fait, on est toujours avec nos comédiens, on est à toucher des trucs dans le décor, à remettre des choses en place, à régler les plans avec le chef opérateur. Bref, on est rarement assis derrière nos écrans. Et donc là, on se retrouvait dans cet énorme bâtiment désert avec tout le monde à l'eau et nous en train de donner nos indications par micro. Donc c'était un peu étrange, mais ça changeait en fait, ça changeait rapidement parce que en gros en fonction donc de ce qu'on avait à faire. Il y avait plus ou moins de plongeurs sécurité. Par exemple, on a à un moment, on a des apnéistes donc, qui nécessitent beaucoup plus de sécurité aussi que des plongeurs bouteilles.
Donc je sais pas, ça pouvait aller jusqu'à facilement avec nos comédiens entre 10, ouais, une dizaine, 10, 12, 13 personnes, ça dépendait vraiment. Parce que effectivement, quand il y avait un apnéiste, il y avait 2 plongeurs apnée aussi en surface, plus un plongeur sécu par apnéiste. Donc oui, c'était au maximum une quinzaine de personnes, ce qui avait aussi toute l'équipe normale, quoi, les accessoiristes, les machinistes, tout le monde était dans l'eau, quoi. Donc, nous, pour leur parler, on avait un système donc, de micro. Et on avait un micro qui parlait juste aux comédiens, donc on était dans leur casque, donc ce qui permettait d'avoir un rapport un peu plus intime, un peu plus direct, donc de leur demander à la fois donc, de jouer, de les remettre en condition, mais à la fois de cadrer, puisque dans le système qu'on a utilisé, c'est des caméras portatives, donc des Osmo type voilà, GoPro, qui étaient accrochées au casque. Donc ce qui fait qu'on était aussi obligé de leur demander de me donner des indications techniques, de leur dire non mais lève le menton, baisse le menton, parce que là on voit pas bien, on voit pas tes mains, attends il faut qu'on obtienne cet axe-là, etc. Donc c'était assez contraignant aussi pour eux, donc de garder la tête des fois dans des positions pas très naturelles, mais qui donnaient les meilleurs plans. Et on avait un deuxième micro qui nous permettait, via des haut-parleurs sous-marins, de parler à l'ensemble de l'équipe. Donc là, justement, aux accessoiristes, de leur dire, attendez, il faut bouger ce chandelier, il faut rajouter plus de particules, il faut en enlever, etc. Donc c'était nos moyens d'action, quoi. Écoute, on n'a pas de rôle prédéfini avec Julien en fait, c'est-à-dire que il n'y a pas un qui est plus technique et l'autre plus moins ou quoi que ce soit. C'est vraiment c'est quand on se divise équitablement le travail dans le sens où on a une confiance totale l'un en l'autre. Donc c'est assez utile dans le sens où quand l'un de nous parle avec un comédien ou un technicien, on n'a pas, l'autre n'a pas à repasser derrière parce que je sais très bien que ce qu'il va dire, c'est soit on est en osmose sans même se le dire, soit on l'a déjà réglé en amont ensemble. Donc c'est plutôt une méthode de travail qui nous permet, nous aussi, d'être plus performants parce qu'on est finalement deux à répondre. Parce que le cinéma, c'est répondre à des questions toute la journée. Un plateau de tournage, t'es assailli constamment par tout le monde et tu passes du coq à l'âne constamment et tu dois régler mais 15 trucs en même temps. Donc des fois, on est content d'être deux, tu vois, parce qu'on arrive justement à diviser par deux cette pression finalement, parce que c'est le tournage d'un film, c'est toujours un marathon en forme de sprint, c'est-à-dire que c'est à la fois très 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 court pour le travail à faire et physiquement très intense, mais vraiment où t'en sors vraiment lessivé, dans le sens où vraiment on met quelques jours après à vraiment réatterrir, quoi. Et ça seul, on l'envisagerait pas. Donc c'est aussi notre équilibre à nous, tu vois. Et je pense que tu dis Nakashi Tolenado, je pense que c'est la même façon de travailler. Si leur couple entre guillemets perdure, comme c'est le cas d'une autre, c'est que finalement c'est notre façon à nous de travailler, et que alors qu'il y a d'autres réals qui pourraient jamais travailler en duo, hein, qui comprennent pas notre façon de faire. Nous, ça nous intéressait beaucoup moins de faire ce film sans relever le défi qui était de le faire en vrai, quoi. C'est-à-dire que en fait, rares sont les films qui sont tournés de cette manière, donc c'est-à-dire sur fond vert avec donc ajout de particules, de cheveux qui flottent dans l'onde, tu vois, tout en numérique, où c'est vraiment crédible, quoi. C'est-à-dire que ça se sent en général. Donc nous, on voulait retrouver le côté. En fait, c'est un film d'horreur, donc on voulait retrouver la viscéralité de ce que ça représente de se retrouver réellement sous l'eau. Et on pensait qu'il fallait le faire pour de vrai. C'était une vraie conviction qu'on avait, quoi. En fait, on a rarement vu des films où c'était hyper bluffant, quoi. À part, comme le disait Alexandre tout à l'heure, genre La forme de l'eau, où c'est sur des moments, des scènes très, très particulières. Mais les films récents, en fait, en gros, dans le cadre qu'on avait, c'est-à-dire notamment le cadre budgétaire, on s'est dit, mais est-ce qu'on aura les moyens pour faire un truc ultime, qui soit super bien foutu, qui va bluffer tout le monde? Et puis ça a apporté des contraintes autres, c'est-à-dire que c'est aussi compliqué, c'est-à-dire que de filmer des plongeurs, pardon, en train de nager
sur fond vert, bah, ça rajoute des choses très très dures aussi. C'est-à-dire que il faut avoir un plateau à 360 pour pouvoir tourner autour. Enfin, c'est d'autres contraintes qu'on n'avait pas forcément envie de se rajouter. Donc donc voilà, les derniers films qui ont été tournés avec cette technique, c'est Underwater, donc avec Vincent Cassel et Kirsten Stewart. Et on trouve que le film est bien, hein, il est cool, hein, mais les scènes sous l'eau, bah, t'as pas vraiment l'impression que c'est sous l'eau, quoi. C'est pas, il y a pas ce côté justement oppressant et de l'élément qui n'est pas le nôtre, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que même si c'est pas la même chose, ils sont en combi, vraiment façon, voilà, astronaute, mais quand même, c'est-à-dire que moi, à aucun moment, je me dis, ils sont sous l'eau, quoi. Tu vois, alors que mine de rien, tu vois, 20 ans ou 25 ans avant dans Abyss, bah les scènes tu vois où Ed Harris il descend, bah tu vois qu'il est sous l'eau, quoi, et ça se voit, quoi, et c'est sur des petits détails, hein, mais c'est ces petits détails que l'œil perçoit, des petites bulles qui viennent s'accrocher, des choses qui, tu vois, des particules qui sont pas parfaitement homogènes comme comme vont être placées des particules numériques, tu vois, où tu vas créer des courants de particules. Donc bref, voilà, c'est du détail, mais en tout cas nous c'était pour nous ça allait avec l'histoire qu'on voulait raconter, c'est-à-dire un film d'horreur viscéral qui prenait le spectateur par la main et l'entraînait dans un univers, quoi. Mais bien sûr, parce que nous on a toujours considéré notre travail comme un travail d'artisan, c'est-à-dire que on est un peu comme des plasticiens, c'est-à-dire que nous on s'intéresse à tout sur un tournage. Enfin, tu vois, on n'est pas du tout dans notre tour d'ivoire, les réals, tu vois, en train de se dire non mais attendez, moi j'ai tout compris, je veux ça, vous vous débrouillez pour que ça existe. Et nous c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que nous on est tout le temps le nez dans les ateliers d'effets spéciaux, dans les ateliers de construction, on est toujours au contact des équipes, en train de poser des questions, d'apprendre, parce qu'on découvre tout le temps dans ce métier, c'est ça qui est génial. Et en même temps de trouver des solutions, ça nous excite, on adore ça. On adore se confronter aux problèmes et se dire bon bah ça marche pas, merde, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah non, on peut pas rester comme ça, il faut trouver quelque chose. Bah ok, on va trouver quelque chose. Donc tu vois, tu le précises. Tu précises que c'est pas dans un sens péjoratif, mais nous on l'a jamais pensé comme ça. Au contraire, nous on se voit vraiment comme des artisans du genre. Nos idoles étaient comme ça, donc en fait on a grandi en regardant des films qui avaient en fait de la chair, qui avaient du cœur, quoi. Et enfin, je pense que quand tu fais des films en y croyant, enfin je sais pas, nous on a toujours eu une démarche hyper sincère dans notre manière de faire. Donc des fois voilà, des fois ça nous dessert, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que ça aide le film, quoi. C'est-à-dire que on croit à nos histoires et donc on les raconte de manière très premier degré parce que pour nous c'est notre conception du fantastique et de l'épouvante. C'est-à-dire que si tu as la moindre once de cynisme, ça se voit tout de suite et du coup le spectateur le ressent. Donc nous c'est pas du tout un calcul, c'est juste comme c'est notre passion, c'est tout à fait naturel, quoi. Bah écoute, on était en plein tournage quand la crise du Covid est arrivée. Et en fait, le tournage a été interrompu. Je crois qu'il y avait 17 films français en tournage quand le premier confinement est arrivé. Donc nous, on était à Bruxelles. Donc Macron a parlé, décrété le confinement et a prévenu que mercredi midi, tout était lockdown, frontières fermées. Et on était donc lundi soir. Et on était là, putain, mais les gars, on a une semaine de tournage devant nous parce qu'en fait, faut savoir qu'on émergeait le décor étage ou pièce, étage par étage ou pièce par pièce. Ça dépendait des sets qu'on avait. Et là, on avait un gros décor émergé. Et on savait si on tournait pas, on allait le perdre, le décor. Parce qu'une fois sous l'eau, quand tu le ressors, il pourrit. Tu peux pas le conserver. Même s'il est resté que 2 heures, tu vois, on pouvait pas le ressortir. On savait que c'était inutilisable. On pouvait pas le conserver pour revenir tourner à la fin du confinement. Donc, il nous restait plus qu'une seule journée de tournage finalement avant d'être confiné. Donc, c'était le fameux mardi précédant la veille du confinement. Et on a dû rentrer ce jour-là, 3 jours de tournage en un, c'est-à-dire bourré, mais comme des porcs, tout en sachant que le soir on rentrait à Paris. Donc on a splitté en plusieurs équipes parce qu'on devait tourner des scènes au sec aussi dans des décors en parallèle, faire le petit snuff movie, ce qu'on voit à la fin, il fallait tourner ça, plus toutes les scènes qu'on avait prévues sous l'eau, mais étalées sur 2 jours et demi. Donc on a cravaché comme des fous
pour rentrer ces scènes-là. Et après, on est monté dans des bagnoles, on est rentré se confiner comme tout le monde. Et on a repris le tournage 3 mois après, donc en juin, quand ça a commencé un peu à se calmer, tout ce bordel. Et donc on est reparti à Bruxelles finir ce qui nous restait à tourner en bassin. Il nous restait à tourner toutes les scènes justement d'extérieur à la maison, le jardin, le mausolée, etc. Et après, on est parti dans le sud-ouest de la France pour tourner les vraies scènes d'extérieur. Toute la première bobine du film, les scènes d'exposition. Où là, évidemment, on était soumis à un tournage Covid. C'est-à-dire qu'on sortait du premier confinement. On avait des agents Covid sur le plateau, où tout était quand même assez... tu vois, c'est pas cloisonné, mais en fait, tu vois, il y avait une certaine rigueur autour de ça quand même. C'était un minimum, c'est-à-dire masque, évidemment, en permanence, prise de température le matin à l'arrivée sur le plateau, distanciation sociale au maximum, etc. Donc c'était contraignant sans l'être, parce qu'on était tellement heureux de revenir finir notre film, parce qu'on a quand même flippé un moment, parce que rien n'était dit qu'on allait pouvoir finir ce film finalement. Et donc c'était une bénédiction, parce que vraiment on était pendant 3 mois, même si ça nous a permis aussi de nous reposer, parce qu'on avait quand même enchaîné 2 tournages l'un après l'autre avec Julien, donc on était quand même bien crevés. Cette petite pause, elle arrivait quand même à point nommé, donc on a essayé de prendre le bénéfice du truc, c'est-à-dire au moins on va se reposer avec nos enfants et nos familles, mais quand même en se disant putain, j'espère que ça va reprendre, quoi, et j'espère que ça va pas reprendre dans 2 ans. Donc finalement, tu vois, on s'en est plutôt bien sorti, car on a retrouvé tout le monde 3 mois après, sain et sauf. Tout le monde était au rendez-vous et on a pu finir le film sereinement. Et à l'arrivée, écoute, on a été un dommage collatéral du Covid, mais on est vraiment dans le bordel ambiant, dans le marasme économique qui a été cette crise, et qui l'est toujours, hein. On n'est vraiment absolument pas à plaindre. Donc on s'en sort plutôt bien, tu vois. Donc on s'estime chanceux et heureux. Juste avant The Deep House, toujours en Belgique, on a tourné notre 5e film. Donc c'était il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Kendisha, qui n'a rien à voir, qui est un film sur une légende marocaine très connue, et qui va venir s'inscrire dans une banlieue, une cité de banlieue en fait, où 3 jeunes filles de banlieue vont invoquer ce démon de la mythologie marocaine, et ça va marcher. Donc s'ensuit un film d'horreur évidemment. Et bref, et ce film a été, pour le coup, lui, vraiment victime du confinement, c'est-à-dire qu'on finissait la post-production de Kendisha en parallèle du tournage de Deep House, c'est-à-dire soit le soir, après le tournage, on partait en post-production sur l'autre film, où on allait travailler avec le musicien, des choses comme ça, et il nous restait 1 jour de mixage et 1 jour d'étalonnage à faire sur le film, qu'on n'a pas pu faire à cause du premier confinement. Donc le film était presque fini, mais pas fini. Donc il est resté bloqué comme ça jusqu'à juin. En juin, on a pu terminer cette journée de mixage et d'étalonnage. Et le film devait sortir en salle vers octobre. Et sa sortie a été totalement torpillée par le 2e confinement, avec la fermeture des salles, la 2e fermeture des salles. Et donc finalement, le film sort. C'est l'essentiel pour nous, évidemment, c'est que le film soit vu. Évidemment, on aurait préféré que ça soit en salle, mais vu l'embouteillage de films, on est déjà heureux qu'un de nos films déjà sorte dans de bonnes conditions. Donc ce 2e film sortira en VOD le 29 juillet, en DVD à la rentrée, et sur Canal en octobre, je crois. Évidemment, parce que c'est un film entre guillemets de cascade, hein. C'était un équilibre parfait entre des prises avec eux et des prises avec des doublures, évidemment, parce qu'il faut savoir que plonger, c'est exténuant. Qu'un plongeur confirmé, c'est-à-dire un bon plongeur comme peut l'être James Jagger par exemple, qui fait beaucoup de plongées bouteilles en loisir. Savoir que même des mecs performants entre guillemets comme ça, avec un peu d'expérience, sont morts de fatigue au bout d'1h30, 2 heures. Et nous on tournait entre 8, 9, 10 heures par jour. Donc on ne pouvait pas se permettre évidemment de perdre nos acteurs au bout de 2 heures. Donc on a fait les choses les plus simples avec eux, et dès que ça devenait plus compliqué, ils étaient doublés par un vrai couple aussi, mais de plongeurs, eux, dont c'est le métier. Donc c'est Thibaut Roby et Justine Roby, et qui font partie parmi les meilleurs plongeurs au monde, hein. C'est vraiment des instructeurs, ils font partie des expéditions Gombessa, ils connaissent toutes les mers de la planète, font des plongées extrêmes.
des profondeurs, mais tu fais mais comment font ces mecs? Donc pour eux c'était en fait c'était Disneyland. C'est-à-dire que ils avaient tout vu en fait sous l'eau, mais jamais une maison finalement. Et donc mais ils sont éclatés de ouf. C'est-à-dire Thibaut, qui est vraiment un des 5 meilleurs plongeurs au monde, hein, que tu appelles quand il y a des gamins à aller chercher au fin fond des grottes en Thaïlande parce que personne ne sait plonger dans ces conditions. Les mecs savent plonger dans le noir total, enfin, dans des conditions mais démentes. Le mec a tout vu, tout fait. Et, là, mais il passait 10 heures sous l'eau à Euro Disney, quoi. Mais c'est génial, je suis dans une maison, tu vois, il kiffait total, quoi. Et donc, ils ont pris un pied monstrueux, nos plongeurs. Et nos acteurs aussi, hein, évidemment. Donc, James et Camille. Camille est arrivée très, très rapidement sur le film. On avait envisagé au début une autre actrice qu'on avait rencontrée, puis ça n'a pas matché. Et après, on a pensé à Camiro qu'on avait découvert dans Rock'n'Roll de Guillaume Canet et surtout dans un très beau film qui s'appelle J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part. J'ai oublié le nom du réalisateur, je suis désolé. Mais c'est un très très bon film où dedans elle exprime toute une palette d'émotions mais vraiment assez bluffante pour une jeune comédienne parce qu'il faut savoir que Camille est avant tout top modèle et qu'elle se destine à une carrière d'actrice et elle fera sûrement une très belle carrière car elle est vraiment douée. Et donc elle a été coachée évidemment parce que la plongée c'était pas son truc. Et donc mais l'élément déterminant et pour elle et pour James Yeager c'était évidemment aussi le regard car ils allaient être masqués évidemment en grande partie même si les masques quand même dévoilent une assez bonne partie de leur visage. On avait besoin évidemment d'avoir des yeux expressifs parce que tout allait passer, toutes leurs émotions allaient passer par leurs yeux essentiellement. On pouvait plus, tu vois, un visage d'acteur, c'est pas que les yeux évidemment, tu vois, c'est la bouche, c'est la gestuelle, c'est les mimiques, etc. Et là, on savait qu'on allait être énormément un peu réduit en termes d'expression faciale. Donc c'est pour ça ils ont tous les deux un regard très impactant et un regard très très vivant. Donc ça a énormément compté en tout cas. Tu vois, ça a pesé dans la balance pour les choisir évidemment. Il y a toujours autre chose en préparation. Donc bah non, on va pas se calmer, on va continuer. Ouais, bah, le cinéma de genre, ça englobe beaucoup de choses. Donc nous, on adore plein de genres, de sous-genres. On aime le cinéma en général. Donc évidemment, nous, notre passion, c'est le cinéma d'épouvante. Mais on a plein de projets divers. Là, on va pas vous raconter sur quoi on travaille, parce qu'on travaille sur plein de choses. Mais oui, on est en train de rebosser notamment avec le producteur de The Deep House, donc sur un projet un peu plus un film d'aventure. Mais ouais, en général, on n'aime pas trop communiquer sur nos films à venir tant que c'est pas vraiment scellé, parce que tout simplement, parce que dans ce métier, ça arrive tout le temps de développer des choses puis que ça n'arrive pas, et donc du coup, c'est aussi frustrant pour nous, c'est-à-dire de parler de choses et puis qui verront jamais le jour. Donc, mais oui, bien sûr, on reste dans le genre et au maximum, et puis et on continue. Ouais. Bah, y a un vrai public quand c'est pas français. Je pense qu'il y a une défiance du public vis-à-vis de la langue française. Et c'est une des raisons, mais en tout cas, on voit très bien quand il y a des films américains qui sortent d'horreur, qui cartonnent. Là récemment, donc Conjuring 3, qui sort et tout le monde va le voir. Et puis des films d'horreur français qui font rien comme entrée, quoi. Donc fer de lance, je sais pas, certainement par la longévité, parce que nous ça fait 15 ans qu'on fait ça et qu'on a la chance de pouvoir continuer à faire des films et des films en France. Donc à part un de nos films, on a fait 6 longs métrages, à part un, tous les autres on les a fait en France. Donc et The Deep House en fait partie, parce que même s'il est en anglais et en français, ça reste un film 100% français. Donc nous, on s'est jamais
on s'est jamais vécu, tu vois, en tant que défenseur de ce cinéma avec une action politique et de se dire on fait, tu vois, nous on fait tout simplement, on essaie de monter des films pour lesquels on voudrait payer une place de cinéma, quoi. En fait, on se considère toujours, avant d'être des metteurs en scène, des spectateurs. Et donc, on est des fous de ce cinéma-là. Et évidemment, bah, on rêve de voir des films d'horreur français, quoi, tout simplement. Donc nous, on pratique un cinéma donc qu'on aime en tant que spectateur. Et on a la chance de pouvoir continuer, parce que ça nous intéresse, nous, de faire vivre tu vois, ce type de film dans notre pays, quoi. Donc là c'est cool, il y a plein de films de genre qui commencent à arriver à nouveau, parce ouais, je sais pas si c'est une vague, tu vois, une vaguelette, on verra, on espère que ce sera une vague, que ce sera jamais un tsunami, mais en tout cas, il y a quelques signaux, il y a les créations de sociétés de production, il y a le CNC qui s'est mis à aider le film de genre, le public a toujours été là, quoi. Sauf qu'il y a je dis, une espèce de frein quand c'est français, où on se dit qu'on n'en aura pas pour notre argent, ou que ce sera, ouais, ou que ce sera chiant, ou que ce sera, tu vois, trop intellectualisé, que très souvent le public de ce cinéma-là est un public adolescent et qu'il a envie de se faire un frisson en salle. Et donc, ce que propose The Deep House, qui est exactement ça, qui est un vrai tour de train fantôme, et donc qu'on a, nous, toujours pensé pour le public, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'on s'est toujours dit il faut que ça surprenne les gens, il faut que ça fasse des contre-pieds, il faut que ce soit divertissant, il faut surtout pas que les gens s'ennuient une seule seconde. Donc nous, on fait toujours un cinéma tourné vers le public, donc en tout cas, c'est notre film le plus grand public, donc on espère qu'il saura trouver les spectateurs, quoi. On s'en souvient très 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 bien. Déjà, c'était incroyable d'être à la semaine de la critique. On était là, bon, on est en concours pour la caméra d'or. Ah bon, d'accord. Donc on est venu, on était ravis. On a dû louer des smokings d'ailleurs. Vraiment, parce que tu vois, là on est au max en termes de fringues. Et c'était déjà comme ça il y a 15 ans et ça n'a pas bougé. Donc, moi j'avais emprunté une cravate à mon père pour ouais. me rendre compte qu'on n'avait pas le droit, qu'il fallait avoir des fallait nœuds papes. Et je suis monté en cravate quand même. Enfin bon bref, on se sentait comme deux guignols en smoking, mais à la fois super fiers, parce que moi mes parents étaient divorcés par exemple depuis très longtemps et on fait l'effort de venir tous les deux alors qu'ils se parlent plus depuis des années juste pour me voir présenter mon film à la quinzaine. Et à la semaine de la critique. Donc c'était déjà un souvenir personnel assez fort, et aussi le fait d'être à Cannes, qui est quand même la ville du cinéma, quoi. Tu vois, moi je connaissais la ville, le festival et le marché en tant que journaliste, et c'était toujours quand arrivait la période de Cannes, c'est la période qu'attendent tous les journalistes, hein. Tu vois, c'est parce que tout le monde vient à Cannes, l'ambiance est super festive, la ville est magnifique, le marché du film c'est un rêve. C'est un rêve de cinéphile. C'est-à-dire que d'un coup, tu as un catalogue gros comme ça, tu dis qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui, et tu es là, ouais, il y a ça, ouais. Donc c'était un kiff de ouf. Et de se retrouver donc sur le tapis rouge avec Didier Alouche qui nous annonce. Alors Didier Alouche, c'est quand même mon parrain de cinéma, moi, tu vois, c'est le mec qui m'a qui m'a fait entrer, qui m'a entrouvert la porte de Mad Movies. Donc c'est quelqu'un de très important dans ma vie personnelle et professionnelle aussi, ma rencontre avec Didier Alouche. Donc c'était énorme, c'était juste incroyable, des super souvenirs. Tu vois, c'est qui peut se plaindre, même si après évidemment le film, certaines personnes, dont une bonne partie du jury de la semaine de la critique, est sortie en pleine projection en criant mais c'est quoi, c'est une honte de projeter ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ce film là? Tu vois. Donc, mais à la fois on était très fiers, hein, aussi, tu vois, on était plus jeunes, donc on avait aussi un peu envie de provoquer. Donc on était aussi très fiers que ça ait marché. Étonnant et très rafraîchissant, on va dire, sans jeu de mots. Assez nouveau dans le genre français. C'est vrai que des films avec un aussi petit budget et une aussi grosse ambition, c'est assez rare pour le noter. Et c'est une très grosse performance au niveau de l'acting, surtout des doublures, parce qu'elles sont bien plus présentes que les acteurs principaux.
Et oui, c'est une très bonne expérience et très heureux d'avoir pu voir ça en avant-première. J'ai passé un bon moment. Je ne suis pas normalement quelqu'un qui va dans les films d'horreur, mais j'ai adoré. C'était flippant. Ça a marché. Et grand bravo à tout le monde qui a réalisé ça.